Bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Église du Monde sur KTO. Ce soir, nous prenons la direction de Madagascar, pays en pleine période de tensions politiques et d'inquiétudes sociales. Les églises chrétiennes continuent de jouer un rôle majeur d'apaisement, de médiation. Les évêques malgaches le répètent, la politique doit servir le bien commun. Il faut, disent-ils, rompre avec les mauvaises habitudes, comprenez la corruption. Nous parlerons ce soir avec notre invité, le frère Émilien Ratsimandressi, originaire du diocèse de Port-Berger, des revendications de la jeunesse malgache et des défis pour tout le pays et des réponses apportées notamment par l'Église catholique. Mais avant cela, je vous propose quelques repères. Madagascar, c'est la 5e plus grande île du monde. Elle est située dans l'océan Indien. Sa capitale est Antananarivo, ou Tananarive dans sa version francisée. Gousses de vanille, fèves de cacao, mais aussi pierres semi-précieuses ou encore métaux rares, l'île regorge de ressources naturelles. Et pourtant, Madagascar reste l'un des pays les plus pauvres du monde. 32 millions d'habitants, dont au moins 80% vivent avec moins de 3 € par jour. Du côté des religions, les estimations, elles sont que 60% des Malgaches seraient chrétiens, dont la moitié catholique. Un peu plus d'un tiers de la population se réclame des religions traditionnelles. À noter que l'islam, bien que minoritaire, est également présent. Tout de suite, je retrouve mon invité. Frère Émilien Ratsimandressi, bonsoir. Bonsoir Marion. Merci d'être avec nous sur le plateau d'Église du Monde. Je vous en prie. Alors pour faire un peu connaissance, vous faites partie de l'ordre hospitalier de Saint-Jean-de-Dieu. Vous êtes originaire du diocèse de Port-Berger à Madagascar et vous êtes actuellement en mission à Paris, où vous êtes le responsable de l'aumônerie de l'hôpital Sainte-Anne. Oui. Et vous êtes également en charge des jeunes scolastiques de la province de France qui étudient en Europe pour les frères donc, de Saint-Jean-de-Dieu. Alors, Port-Berger, c'est dans le nord de l'île de Madagascar. Port-Berger se trouve dans le nord-ouest de Madagascar. Et c'est là que vous avez grandi, c'est là que vous avez aussi cheminé dans votre vocation. Vous pouvez nous raconter brièvement ? Port-Berger, c'est une petite ville dans le nord-ouest de Madagascar. Et depuis petit, j'ai été scolarisé dans une école catholique juste à côté de notre maison, et la paroisse cathédrale. Et effectivement, comme j'ai étudié dans cette école catholique, et évidemment, j'ai été devenu catholique. Et du coup, petit à petit, j'ai découvert ma vocation à travers les sœurs franciscaines. J'étais dans une association des jeunesse franciscaine, une association dans l'Église catholique. Et avec les sœurs franciscaines, nous avons parlé un petit peu de ma vocation. Et il y a une sœur qui m'a proposé d'aller voir les frères capucins. J'ai essayé de contacter les frères capucins, j'ai cheminé avec les frères capucins, mais ça n'a pas marché. Et puis après, je suis parti dans la capitale après avoir eu mon baccalauréat. À la capitale, c'est la Tananarive. Et j'ai étudié à l'université en cadre, soit à l'université publique. Et entre-temps, j'ai été en contact avec mes confrères qui ont cheminé chez les Capucins. Et c'est là qu'ils m'ont contacté. Est-ce que tu as toujours cette envie de devenir frère? Et pourquoi pas, j'ai dit. Et puis, il y a une congrégation, peut-être que ça t'intéresse. Et c'est là que j'ai contacté les frères de Saint-Jean-de-Dieu qui étaient à Madagascar. Et ils m'ont répondu. Et à partir de l'année 2011, j'ai cheminé avec les frères de Saint-Jean-de-Dieu jusqu'à maintenant. Justement, les vocations à Madagascar, on aura l'occasion d'en parler. Alors, peut-être pour commencer et redonner un petit peu de contexte aux téléspectateurs, Madagascar qui, fin septembre, a été secoué par des manifestations de jeunes, le mouvement de la Gen Z, opposé notamment au président Andry Rajoelina. Manifestation réprimée dans la violence. Je rappelle que 22 personnes sont mortes selon le bilan officiel. Et donc 2 mois plus tard environ, là, le président a été destitué. C'est désormais le colonel Michael Randrianarina qui a été investi président de la refondation. Est-ce que, frère Émilien, vous pouvez nous expliquer, nous rappeler quelles sont les revendications de la jeunesse? Je pense que la manifestation de la jeunesse malgache était suite à des problèmes qui n'est pas d'aujourd'hui, qui ne datent pas d'aujourd'hui. Parce que les problèmes de la coupure d'eau et d'électricité, c'est une partie de l'iceberg. C'est-à-dire il y a des problèmes de fond. Il y a des réformes sociales à avoir, il y a aussi des droits fondamentaux qui n'ont pas été bien... C'est-à-dire le bien commun du peuple malgache n'a pas été... Les malgaches n'ont pas joui ce bien commun. Donc, avec la répétition
problème répétitif de coupure d'eau et de l'électricité, ça a amené la jeunesse malgache à se mobiliser et puis ça a fini jusqu'au départ de l'ancien président et la venue du nouveau gouvernement de la refondation. Parce que pour qu'on comprenne, il y a vraiment une large partie de la population qui, jusqu'en 2025 maintenant, n'a pas accès ni à l'eau ni à l'électricité. Malheureusement, c'est oui. Oui, il y a beaucoup de populations qui n'ont pas encore accès à l'électricité ou à l'eau potable. Et pour ceux qui ont cette possibilité, ils ne peuvent pas jouir de ce droit fondamental d'une manière effective, quoi, parce qu'il y a de temps en temps, il y a beaucoup de coupures d'eau et de l'électricité. Et c'est pour cela qu'après la jeunesse, suite à ce problème qui se répète, donc ils se sont descendus à la rue, quoi. Ils ont également dénoncé l'énorme problème de corruption. 26 sur 100 en 2025, c'est la note catastrophique de Madagascar à l'indice de perception de la corruption. Ne pas trahir les aspirations du peuple, c'est ce à quoi appelaient les évêques malgaches le mois dernier, à l'issue de leur assemblée plénière. D'ailleurs, KTO avait pu s'entretenir au début du mois de novembre avec le secrétaire de coordination de la conférence épiscopale de Madagascar. Avant de poursuivre, on l'écoute, le père Séraphin Rafano Mezansoa. Il était dans la matinale de KTO Radio au micro de Maxence Éloi. Il revient sur l'influence des églises chrétiennes dans la résolution des crises que traverse la société malgache. Quand il s'agit de la question politique, l'Église catholique en tant que telle, dans la résolution des crises, elle est toujours avec les autres communautés chrétiennes qui se réunissent dans une plateforme qui s'appelle FFKM. Donc l'Église, elle n'est pas seule, l'Église catholique n'est pas seule dans la résolution des crises, mais elle est accompagnée en fait par ces communautés. Mais sinon, l'engagement politique catholique, on peut dire à Madagascar, là je peux dire, se manifeste à travers plusieurs axes. Par exemple, le dialogue pour la paix, la stabilité, le rôle du développement social. Mais l'Église s'engage surtout sur l'éducation et puis sur la santé, exactement, justement, pour aider l'État et le gouvernement en place dans pour le bon déroulement de la vie quotidienne des citoyens. Alors je précise que le Conseil des Églises chrétiennes de Madagascar, le FFKM, est mandaté par les nouveaux dirigeants pour organiser la concertation nationale. C'est un dialogue en fait pour entendre tous les acteurs de la société malgache. Il a commencé hier, le 10 décembre. Il va sans doute durer quelques mois. Frère Emilien, comment est-ce que vous avez réagi à l'annonce de cette mission confiée aux Églises chrétiennes ? Effectivement, le FFKM sera comme l'animateur de cette assise nationale. Et ce n'est pas la première fois qu'on a sollicité FFKM comme jouer son rôle comme médiateur dans les problèmes qui se passent à Madagascar, surtout dans les problèmes politiques. Et le FFKM aussi, il a encore son autorité morale par rapport à la société malgache. Donc c'est pour cela que le président de la refondation a choisi FFKM pour essayer de diriger cette réconciliation ou l'assise nationale. On comprend que les églises chrétiennes sont écoutées, entendues. Jusqu'à maintenant, l'église chrétienne a encore sa valeur à Madagascar et il joue encore son rôle comme responsable du point de vue moral, par rapport à la situation politique du pays. Comme médiateur aussi pour apaiser les tensions. On parlait de la jeunesse, c'est de là que tout a commencé, les manifestations. Une grande partie de la population a moins de 25 ans à Madagascar. La force de ces jeunes, ça représente aussi, on imagine, un immense défi dans leur accompagnement, dans leur éducation. C'est un immense défi, mais il y a aussi la présence de l'Église catholique qui accompagne avec plusieurs différentes congrégations religieuses, comme je cite les Don Bosco, les Frères des Saint-Jean-de-Dieu. Il y a plusieurs congrégations qui essaient d'accompagner ces jeunes à travers des différentes formes d'éducation. Il y a des formations aussi. Donc, ce n'est pas facile d'accompagner les jeunes, mais l'Église a
tient sa grande place pour l'accompagnement des jeunes à Madagascar. L'Église en acteur majeur, c'est ce qu'on va voir dans cet extrait du documentaire Un canal béni de Dieu, où la congrégation des Sœurs de Jeanne de Lanoue est en charge de l'école Saint-Joseph, un établissement catholique accueillant plus de 1000 élèves, une clé d'émancipation, en particulier pour les élèves les moins favorisés. Regardez. Vrai ou faux? Deuxième question, citez les 3 couches principales et la peau. À Madagascar, aller à l'école est considéré comme une chance. Pour une grande majorité d'entre eux, les élèves sont heureux de la fréquenter. C'est vrai, les Malgaches aussi aiment de faire l'étude et la vie de faire avancer au niveau de la connaissance. En plus des apprentissages de base, l'accès à l'école représente une ouverture sur le monde. Elle permet à certains enfants d'avoir une possibilité de s'éloigner des travaux de la terre et de bénéficier d'au moins un repas consistant par jour. C'est pourquoi il y a les cantines pour aider les enfants n'a pas tellement assez de nourriture et loin de l'école aussi, donc c'est difficile pour aller faire le va-et-vient de lundi jusqu'à vendredi. Donc il y a une sœur et une dame pour préparer le repas des enfants. C'est gratuit, mais l'argent ne peut pas finir tout de suite de faire le travail parce que nous, les sœurs, qui prendra part aussi pour s'occuper sur place les enfants. Un film réalisé par Christine Stromboni, coproduit par KTO et Feel Good Productions en 2023. Frère Emilien, on entend la sœur qui parle de cet engagement des congrégations et aussi de cet accueil des enfants qui n'ont parfois qu'un repas par jour. Oui, parce que la plupart de ces enfants-là, ils se déplacent de loin pour essayer de trouver des écoles. Et du coup, pour faire va-et-vient dans une journée, ce n'est pas possible. Et c'est pour cela que la plupart des écoles, les sœurs tiennent une cantine scolaire pour que les enfants puissent manger à midi et puis à la fin de l'après-midi, ils partent pour rejoindre leur famille. Donc c'est pour cela, comme la sœur a présenté tout à l'heure. Selon UNICEF, en janvier 2025, près de la moitié des enfants du pays n'avaient pas accès à l'école primaire. En quoi l'Église catholique à Madagascar, elle contribue justement au développement de l'éducation ? L'Église catholique à Madagascar est indispensable du point de vue de l'éducation parce que je n'ai pas les chiffres exacts, mais la plupart des endroits reculés, l'Église construit une école et puis une petite église parce que, comme on dit à Madagascar, point d'école, point d'église. Quand on va dans un endroit reculé comme ça, les diocèses, avec les catéchistes, ils essaient de mettre en place ces deux dispositifs pour essayer à la fois évangéliser et puis humaniser à partir de l'éducation les jeunes et la population. On le disait en introduction, vous faites partie de l'ordre hospitalier de Saint-Jean-de-Dieu. Les frères hospitaliers de la province de France, ils sont arrivés à Madagascar il y a environ 20 ans. Ils sont particulièrement actifs dans le domaine de la santé et de la santé mentale. C'est justement l'un des charismes de votre congrégation. Oui, le frère de Saint-Jean-de-Dieu est d'origine... le fondateur est d'origine portugaise et il a fondé l'ordre en Espagne, à Grenade. Et c'était le charisme des frères, c'est le domaine psychiatrique, la santé. Et les frères sont venus à Madagascar, c'était en 2008. Et puis, le parent pauvre de la santé, nous connaissons tous que c'est la psychiatrie, quoi. Et après avoir étudié l'infrastructure sur place, ils ont décidé de construire un centre hospitalier psychiatrique. On imagine que c'était un besoin. Un besoin vraiment fort à Madagascar, puisque la plupart, il y a dans la capitale qu'il y a une grande
public, un hôpital psychiatrique pour accueillir les personnes malades de la psychiatrie. Du coup, les frères des Saint-Jean-de-Dieu ont construit ces centres hospitaliers psychiatriques pour essayer de subvenir aussi aux besoins de la population où il y a aussi des jeunes qui se donnent à la drogue, tout ça, et la toxicomanie. Donc, pour essayer de prendre en charge tous ces besoins-là, donc on a construit cet hôpital psychiatrique parce que ça représente beaucoup un besoin fondamental aussi parce que la plupart, à Madagascar, il n'y a pas des hôpitaux psychiatriques. Donc c'est pour cela. Il y a fin novembre aussi, il y a une inauguration d'une future maison d'accueil destinée aux femmes seules et à leurs enfants. Le refuge Bienheureuse Victoire Rasoa Manarivo, oui. Qui ouvrira le 8 mars 2026. C'est une date importante pour l'ordre hospitalier. Le 8 mars, c'est la fête de Saint-Jean-de-Dieu. Donc c'est une date symbolique pour nous, pour l'ouverture de ces centres-là. En ce moment, les frères essaient de mettre en place les dispositifs nécessaires pour accueillir ces femmes qui en ont besoin, quoi. Donc, et le 8 mars, qui est aussi la journée internationale pour le droit des femmes. Donc. Oui. Alors, il y a une très belle action de grâce du pape Léon XIV en juin dernier, puisqu'il a rendu grâce pour la vitalité missionnaire de l'Église catholique à Madagascar. La pauvreté, ce n'est pas un frein, frère, à l'annonce de l'Évangile à Madagascar. La pauvreté, ce n'est pas un frein pour annoncer l'Évangile de Madagascar, parce que, comme nous le savons, l'Évangile, c'est la bonne nouvelle. Donc, on en a besoin de l'annonce de l'Évangile-là dans un cas comme Madagascar, parce qu'avec la pauvreté à côté, et puis si on n'en a pas de cet évangile au quotidien, les gens pourraient être tristes dans toute la journée. Donc la pauvreté, ce n'est pas un frein. En plus, les missionnaires qui viennent pour annoncer, pour faire l'évangélisation, ils ne viennent pas seulement pour annoncer, mais ils apportent aussi quelque chose comme les infrastructures pour l'éducation, pour la santé, tout ça. Donc, ça aide en même temps le peuple à trouver aussi leur dignité. On a entendu 37% de Malgaches qui se réclament de religion traditionnelle. Quel est l'impact des religions traditionnelles dans la pratique du catholicisme sur l'île ? L'impact de la religion traditionnelle par rapport à l'annonce de l'Évangile à Madagascar, ça dépend de régions. Parce qu'il y a certaines régions qui sont encore dans cette pratique traditionnelle, mais ça n'empêche pas les missionnaires catholiques d'aller à l'avant parce qu'il faut déjà entrer en contact avec les personnes. Et puis après, on essaie de leur donner ce qu'ils ont besoin en matière de santé ou en matière d'éducation. Et à partir de cette analyse-là, qu'ils voient que c'est important aussi d'aller à l'avant avec l'annonce de l'Évangile. Donc, petit à petit, ils essaient de comprendre que l'annonce de l'Évangile est importante aussi parce que ce n'est pas seulement une annonce comme annonce, mais il y a aussi cette subvenir aux besoins quotidiens des gens. Donc, c'est important aussi pour eux. Donc, mais de l'autre côté, il y a cette culture traditionnelle aussi. Les gens qui pratiquent cette culture, ils ne sont pas réticents à l'annonce de l'Évangile. Ils accueillent ce qu'ils annoncent, mais après, ils font aussi leur pratiques traditionnelles. Et les vocations dans le pays, elles sont nombreuses. Comment s'assurer de la solidité des vocations consacrées face à, pardonnez-moi l'expression, mais est-ce qu'il pourrait être des vocations refuges ? Il y en a, je dirais, il y en a tout. Parce qu'à la fois, Madagascar, c'est un pays pauvre, comme on dit. Donc, certains voient l'entrée dans une congrégation comme une promotion de vie, promotion sociale. Mais il y a certains qui vraiment s'engagent d'une manière totale dans les congrégations où ils choisissent. Donc, c'est à la fois... Mais c'est pour cela qu'il faut toujours faire attention quand on essaie d'accompagner les jeunes dans leur cheminement vocationnel. Qu'est-ce que vous diriez, vous, justement, à un jeune qui se pose la question d'entrer au séminaire ou dans une congrégation religieuse ? Quel conseil ? Quand un jeune voulait entrer dans la congrégation,
la porte est toujours ouverte pour eux. Mais après, il faut leur expliquer d'une manière, c'est pas d'une manière en cachette, comment les frères vivent. Parce que quelquefois, les jeunes là prennent un temps de cheminement. Ils se trompent parce que quand ils viennent frapper à la porte des frères, ils voient que les frères, peut-être, ils mangent bien, ils logent bien, les frères se logent bien. Donc, c'est là qu'ils les attirent. Mais après certains moments, s'ils sont envoyés dans un pays de mission qui n'a pas cette possibilité-là, ils vont se retrousser chemin, donc rebrousser chemin. Donc, il faut bien expliquer que la vie religieuse, ce n'est pas une promotion sociale. Donc, à un certain moment, il faut se décider, il faut être en cohérence avec soi-même. Si on a choisi pour vivre bien ou on a choisi pour participer à la mission d'église. Donc, il faut être vrai avec les jeunes. Il ne faut pas les casser la réalité de la vie religieuse. Il faut les expliquer d'une manière cohérente. Frère Émilien, juste avant de se quitter, je vous propose de passer à la toute dernière partie de cet entretien, un petit questionnaire. Quelle figure catholique marquante de votre pays vous inspire particulièrement ? Récemment, nous avons inauguré un centre mère infantile, CMI, et on a mis ce centre sous le patronat d'une bienheureuse malgache qui s'appelle Victoire Rassomanarivo. J'aime beaucoup cette figure de l'Église catholique malgache parce que au moment où les missionnaires malgaches sont partis, elle a, malgré les difficultés qu'elle a traversées, que ce soit dans sa vie de couple ou dans la vie pastorale, dans la vie d'église, elle a réussi à mener à terme ce que les missionnaires ont déjà laissé pendant l'absence des missionnaires à Madagascar. Donc c'est pour cela que j'aime beaucoup cette figure de l'Église, Victoire Rassomanarivo. Quel sanctuaire ou lieu de pèlerinage dans lequel vous aimez vous ressourcer ? Quand je suis entré dans le studio, j'ai vu le sanctuaire de Divine Miséricorde qui est à Port-Berger. Et c'est une chance pour la ville où je suis né. J'aime beaucoup se ressourcer dans ce sanctuaire-là parce que, à la fois, c'est un lieu de rencontre et un lieu où il y a la miséricorde parce qu'on en a besoin toujours, on en a besoin toujours dans notre vie d'avoir un lieu de ressourcement comme ça. Donc, effectivement, c'est le sanctuaire de la Divine Miséricorde à Port-Berger que j'aime beaucoup quand je passe chaque année dans ce sanctuaire-là, chaque fois que je pars en vacances. Et quelle prière connue des catholiques malgaches souhaiteriez-vous nous partager ? La prière que j'aimerais partager pour les catholiques malgaches, c'est la prière de la vocation. Pour moi, c'est important cette prière de vocation parce que c'est à la fois une prière universelle, parce qu'il y a des prières qui sont seulement locales, mais la prière de vocation, c'est une prière universelle qui touche à la fois, qui demande à la fois la participation de toutes les classes, c'est pas classe, mais de tous les chrétiens dans l'Église, à la fois les laïcs, les mariés, et les religieux et les prêtres. Donc j'aime beaucoup cette prière de vocation-là. En plus, c'est la prière que j'essaie de réciter par cœur quand j'étais petit. Donc. Merci d'avoir été avec nous sur le plateau d'Église du Monde. Merci beaucoup Marion et merci beaucoup pour votre invitation. Très bientôt. Tout de suite, on continue avec la chronique du Monde. Nous prenons la direction du Vietnam. On retrouve cette semaine le père Jean Thinh de l'archidiocèse d'Hanoï qui revient sur la fête des Saints Martyrs du Vietnam célébrée le 24 novembre. Bonjour à tous. Aujourd'hui, l'Église fête des martyrs du Vietnam. Il y a 117 martyrs, dont 11 sont espagnols, 10 sont français et 96 sont vietnamiens. Ils sont des évêques, des prêtres religieux, religieuses et des laïcs. Parmi les martyrs du Vietnam, il y a Saint Théophane Vénard, le plus célèbre des martyrs. Il est venu de France. Il est venu ici pour apporter la bonne nouvelle et aussi témoigner de sa foi. Il a fait son ministère ici et il a versé son sang pour témoigner de son amour et de sa foi. Nous allons découvrir quelques images de cette fête dont elle est importante pour nous.
C'est la fin de cette édition. Merci d'avoir été avec nous. Cette émission, elle est à revoir sur kteotv.com, à réécouter sur les plateformes de podcast et sur l'application KTO Radio. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous et à jeudi prochain.